Je n'aurais jamais dû y aller. Mais comme à chaque fois, je me suis dit, peut-être que cette fois, ce sera différent. Alors j'ai mis une robe simple, pris une bouteille de vin que j'avais achetée sur la route, et je suis entrée dans cette maison où l'amour devrait régner. Sauf que chez les Martin, l'amour est conditionnel. Il faut mériter son ticket d'entrée, et moi, j'ai perdu le mien le jour où j'ai réussi. Quand je suis arrivée, tout le monde était déjà attablé. Les conversations fusaient, les rires aussi. Personne ne s'est levé pour m'accueillir, à part mon père qui a lancé un « Ah bah t'es venu finalement », comme si j'étais une sorte d'intrus toléré. Je me suis assise en silence, à côté d'une tante que je ne connaissais même pas. Elle m'a souri poliment, puis elle a détourné les yeux, visiblement gênée d'être coincée entre moi et le reste de la tribu. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude, petite pique déguisée, anecdote réécrite où je n'existais pas, souvenir glorieux où seule ma sœur brillait. Léa, ma sœur aînée, parfaite en apparence, adulée pour son altruisme et son sens du sacrifice. Vous savez, le genre de sacrifice qui consiste à me demander de l'argent tous les 2 mois parce que tu gagnes bien ta vie, non. Et puis, entre le fromage et le dessert, c'est arrivé. Léa s'est levée, son verre à la main, tout sourire, visiblement ravie de son petit effet théâtral. Elle a levé les yeux vers la tablée et a lancé, d'un ton mielleux. À la famille Martin, sauf Émilie, la loser avec de l'argent. Les éclats de rire ont fusé comme une salve. Mon père tapait du poing sur la table, hilar. Ma mère s'éventait avec sa serviette comme si elle allait suffoquer de bonheur. Même les enfants riaient sans comprendre. C'était comme un spectacle auquel j'étais la seule à ne pas avoir eu le script. Mon estomac s'est noué. Je crois que je suis restée figée quelques secondes. Et puis j'ai compris, si je ne disais rien, j'étais complice de leur cruauté. Alors j'ai pris mon verre à mon tour. Lentement. J'ai regardé chaque personne dans les yeux, un par un. Et j'ai dit. Là moi-même, la loser qui ne paiera plus vos dettes. Le silence a été immédiat. Instantané. On aurait dit que j'avais claqué une porte invisible. Les rires se sont éteints. Les visages se sont tendus. Ma sœur est restée bouche bée. Mon père a froncé les sourcils. Ma mère a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Et là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un calme profond. Le genre de calme qu'on ressent juste avant de tout changer. Je me suis levée, j'ai posé ma serviette, et je suis partie. Sans me retourner. Parce que ce soir-là, j'ai compris une chose, parfois, il faut trancher dans le vif pour ne plus jamais saigner. Je n'ai pas pleuré en rentrant chez moi. Non. Ce que j'ai fait en revanche, c'est ouvrir mon ordinateur. J'ai cliqué sur mon dossier « Transfert bancaire ». Et là, la vérité m'a frappé comme un coup de masse. En 2 ans, j'avais envoyé à ma sœur plus de 12 000 €. Pour ses dettes, pour sa voiture, pour sauver le toit familial après une soi-disant fuite d'eau, sauf que la fuite, c'était surtout celle de mon compte épargne. J'ai ensuite ouvert mes relevés. Et là, les noms se sont empilés comme une pile de factures qu'on ne veut plus voir. Mon père, 3 000 € pour un projet de rénovation qu'il n'a jamais commencé. Ma mère, 800 € pour un traitement dentaire qui, selon ses stories Instagram, s'est transformé en week-end spa avec ses copines. Même mon cousin Dylan m'avait piqué 500 € pour s'inscrire à une formation, alors qu'il continue à vendre des NFT pourris depuis sa chambre. Ce soir-là, je suis restée devant cet écran comme si j'étais en train d'enquêter sur une arnaque, sauf que la cible, c'était moi. Et je vous jure que je me suis sentie stupide. Terriblement stupide. Parce que je voulais qu'ils m'acceptent. Parce que je pensais qu'en donnant de l'argent, j'achetais une place à leur table. Sauf que j'avais juste acheté leur mépris. Mais à ce moment précis, quelque chose a basculé. Je n'avais plus envie de me justifier. Je n'avais plus envie de mendier de l'amour. J'avais envie de couper le cordon, de tracer une ligne nette entre eux et moi. Et de ne plus jamais, jamais, me faire avoir. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque. J'ai bloqué tous les virements récurrents. J'ai changé mon mot de passe principal. Et j'ai même ouvert un nouveau compte que personne ne connaît. Un compte secret, mon petit coffre-fort mental. J'ai aussi fait une liste. Je l'ai appelé « Les profiteurs ».
Dessus, j'ai mis chaque membre de ma famille avec le montant que je leur avais donné, et la raison. Noir sur blanc. Et croyez-moi, cette liste m'a fait plus de bien qu'1 an de thérapie. Elle m'a donné le pouvoir de dire non. Non, je ne paierai pas ton loyer. Non, je ne signerai pas ton prêt. Non, je ne viendrai pas à ton dîner hypocrite. En parlant de dîner, 3 jours après l'incident, ma mère m'a appelé. Voix douce. Presque mielleuse. Émilie, j'espère que tu ne l'as pas mal pris, tu sais comment est ta sœur, elle rigole un peu fort parfois. Et puis, ce serait dommage que tu rates l'anniversaire de ta nièce. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai répondu calmement. Et tu sais ce qui serait dommage, maman? Que je continue à me laisser marcher dessus par des gens qui prétendent m'aimer. Et j'ai raccroché. Ce jour-là, j'ai senti un poids s'envoler. Pour la première fois depuis des années, je reprenais le contrôle. Le vrai choc, c'est quand j'ai compris que ce n'était pas juste une histoire d'argent. L'argent, ce n'était qu'un symptôme. Le vrai problème, c'était que depuis toujours, j'avais été désignée comme la pièce rapportée. Celle qui fait sa vie de son côté, celle qui se croit meilleure. Parce que j'ai osé réussir. Parce que je ne suis pas restée enfermée dans leur schéma de galère en boucle. Après mon appel avec ma mère, j'ai eu droit à la vague habituelle. Vous savez, ces messages déguisés en paix, mais qui suintent le chantage affectif. Mon père m'a écrit. Tu fais toujours tout un drame. Reviens dans la vraie vie, Émilie. Léa, elle, m'a simplement envoyé un texto. Tu vas encore tout gâcher comme d'hab? J'ai lu. J'ai laissé en vue. Et j'ai fermé mon téléphone. Mais le plus dur, c'est que j'ai commencé à remettre en question mes souvenirs. À me demander depuis quand je tolérais tout ça. Je suis retournée dans mes vieux carnets, mes journaux, mes notes d'ado. Et là, noir sur blanc, je suis tombée sur une phrase que j'avais écrite à 14 ans. Si je disparais demain, est-ce que ça les arrangerait? 14 ans. À cet âge, je rêvais juste qu'on me voie, qu'on m'écoute, qu'on me dise « tu comptes ». Et au lieu de ça, on me reprochait mes bulletins scolaires trop bons, mon stage à Paris, et plus tard, mon salaire. Alors j'ai décidé de prendre de la distance. Vraiment. Pas juste physiquement, mais émotionnellement. J'ai commencé une sorte de désintox. J'ai arrêté de suivre leur vie. Plus de réseaux sociaux familiaux. Plus de messages que je lisais par automatisme. J'ai même mis en place une règle, si ce n'est pas une urgence médicale ou une question de vie ou de mort, je ne réponds pas. Point. Et c'est fou, mais dès que j'ai fait ça, j'ai commencé à respirer. Mon quotidien est devenu plus calme. Mon esprit plus léger. J'ai découvert le silence. Un vrai silence, pas celui des non-dits, mais celui du respect de soi. Un soir, j'ai dîné seule chez moi, avec un plat que j'avais pris le temps de cuisiner, sans stress, sans obligation. Et au lieu de me sentir seule, je me suis sentie libre. Parce que parfois, la solitude choisie vaut 1000 fois mieux que la compagnie forcée. Mais vous vous doutez bien que cette tranquillité ne pouvait pas durer. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Un email. Objet. Besoin d'aide urge. C'était signé Léa. Mon cœur a cogné. Pas de bonjour, pas d'excuses. Juste une demande directe. Et en ouvrant le message, j'ai compris, elle n'avait toujours rien compris. Et moi, j'étais prête à lui répondre, mais pas comme avant. Cette fois, ce serait moi qui dicterais les règles du JEU.je. Vous lis le message, tel quel. Émilie. J'ai besoin de 2000 €. C'est urgent. La voiture est morte, j'ai un entretien d'embauche demain, et sans ça, je suis foutue. T'es la seule qui peut m'aider. Je te rembourserai, promis. Pas de « s'il te plaît », pas de « je suis désolée pour l'autre soir », rien. Juste cette certitude écrite noir sur blanc, que j'allais encore une fois me plier, sortir la carte bancaire, régler le problème, et disparaître. Parce que dans leur esprit, c'est mon rôle. C'est ce que je suis pour eux, une solution. Je ne vais pas vous mentir. Une partie de moi a hésité. Parce que j'ai toujours été cette personne. Celle qui sauve, qui se met en quatre, qui veut éviter les drames.
Mais une autre voix, plus forte cette fois, m'a dit, si tu cèdes encore, tu leur confirmes que tu n'as pas changé. Que tu es toujours la même Émilie. Alors j'ai pris 1 heure. J'ai marché. J'ai respiré. Et j'ai décidé d'écrire une réponse. Une vraie. Pas une excuse, pas un virement déguisé, pas un « je verrai ce que je peux faire ». Léa. Je suis désolée pour ta situation. Vraiment. Mais je ne suis plus ta banque. Je ne suis plus la roue de secours de cette famille. Il y a des taxis, des bus, des amis, des collègues, des solutions. Mais cette fois, je ne suis pas l'une d'elles. Prends soin de toi. Et j'ai cliqué sur envoyer avec le cœur battant. Et à ce moment-là, je savais, c'était fait. La rupture était réelle. Je venais de briser la dernière chaîne. Elle a répondu 1 heure plus tard. Waouh! Tu te prends pour qui? Tu crois que ton petit salaire te rend meilleur que nous? Tu vas finir seul, tu sais. Totalement seul. Et là, je me suis mise à rire. Pas un rire nerveux. Un vrai rire. Parce que c'est exactement ce que j'avais toujours craint, la solitude. Le rejet. L'isolement. Et pourtant, maintenant que j'y étais, je m'y sentais bien. Libérée. Le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, mon père. Même chose. J'ai laissé couler. Parce que je savais que ce n'était pas moi qu'ils appelaient. C'était leur tirelire. Leur extincteur de crise. Et pendant qu'ils laissaient des messages vocaux dégoulinants de fausse compassion, moi, je me suis fait couler un bain. J'ai mis de la musique. J'ai ouvert ce roman que j'avais acheté depuis des mois. Et j'ai lu. Pour moi. Pour mon silence. Pour la femme que j'étais en train de devenir. Et c'est là que je me suis fait une promesse. Plus jamais je ne paierai pour être acceptée. Plus jamais je ne m'en dirai une place dans une famille qui ne sait même pas ce que le mot respect veut dire. La vraie famille, parfois, c'est celle qu'on construit loin du sang. Le lendemain de ce fameux bain de rupture, j'ai eu un moment de flottement. Vous savez, ce genre de matin où on se réveille avec la gueule de bois émotionnelle. J'avais officiellement tiré un trait. Et même si ça m'avait libérée, il fallait être honnête, une partie de moi se demandait ce que je venais de déclencher. J'ai ouvert mes mails. Rien. Pas un mot de Léa, ni de mes parents. Mais en scrollant, je suis tombée sur une notification inattendue. Un message sur LinkedIn. Bonjour Émilie, je suis tombée sur votre profil. Nous avons une opportunité qui pourrait correspondre à votre expérience. Seriez-vous disponible pour en discuter? Je ne sais pas vous, mais moi, j'appelle ça un signe. J'ai cliqué. C'était une boîte que je connaissais de nom, plutôt prestigieuse, et leur projet m'intriguait. Je leur ai répondu, curieuse mais prudente. En même temps, j'avais ce regain de confiance en moi, ce souffle nouveau qui me disait, et si, enfin, tu construisais une vie où tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à des gens qui s'en fichent? Quelques jours plus tard, j'avais mon entretien. Visio. Carré. Pro. Et pour une fois, j'étais 100% moi. Pas la version édulcorée. Pas la fille qui minimise ses réussites pour ne pas gêner les autres. Non. J'ai parlé avec clarté, avec assurance. Et surtout, sans demander la permission d'exister. Le lendemain, j'ai eu la réponse, on vous veut. Quand pouvez-vous commencer? J'ai relu la phrase 3 fois. Puis j'ai souri. Large. Parce que c'était ça, la vraie validation. Pas celle qui vient d'un « tu devrais être plus gentil avec ta sœur » ou « n'oublie pas d'envoyer un virement avant la fin du mois ». Non. Une validation basée sur mon talent, mon travail, mes choix. Et comme si l'univers voulait me tester, quelques heures après, ma mère m'a appelé. Encore. Cette fois, j'ai décroché. J'étais prête. Émilie, je sais que ça n'a pas été facile, mais tu pourrais faire un effort. Tu sais, ta sœur traverse une période difficile. Je l'ai coupée. Calmement. Maman. Moi aussi, j'ai traversé des trucs. Mais personne n'a jamais levé le petit doigt.
Et pourtant, je me suis débrouillée. Alors aujourd'hui, je fais ce que vous n'avez jamais fait pour moi, je me choisis. Silence. Un vrai. Pas ce silence lourd qu'on connaît tous dans les disputes, mais un silence de « elle vient vraiment de dire ça ». Et puis elle a lâché un « je vois » avant de raccrocher. À cet instant, je n'étais plus la fille dépendante de l'amour parental. J'étais une femme. Une adulte libre. Et j'allais enfin vivre une vie où mes efforts seraient récompensés, pas exploités. Ce nouveau boulot, c'était plus qu'un job. C'était un symbole. Celui de ma renaissance. Le premier jour dans mon nouveau poste, j'étais nerveuse. Pas parce que je doutais de mes compétences, non. Mais parce que c'était la première fois depuis longtemps que je m'intégrais dans un environnement où personne ne connaissait Émilie la gentille pigeon. Pas de dette cachée. Pas de cousin à aider. Pas de sarcasme à encaisser. Juste moi, et un badge avec mon prénom. Dès l'entrée, j'ai senti une ambiance différente. Les gens se disaient bonjour avec sincérité. On m'a proposé un café, on m'a montré les bureaux, on a ri, on m'a écouté. Une collègue m'a même complimenté sur ma tenue. Une petite chose, mais pour moi, c'était énorme. Je n'avais pas l'habitude d'être valorisée sans devoir sortir ma carte bleue en échange. Vers midi, on m'a invité à déjeuner avec l'équipe. En m'asseyant à table, j'ai eu un flash, ce souvenir de moi, chez mes parents, à Noël, quand Léa m'avait humiliée devant tout le monde. Ce toast malveillant. Ce ricanement. Et moi, seule à cette table de gens qui ne me respectaient pas. Mais là, dans ce restaurant d'entreprise, c'était l'opposé. On me posait des questions. On écoutait mes réponses. Et quand j'ai raconté que j'étais autodidacte en finance, les yeux se sont agrandis. Une des responsables a dit : « Tu sais qu'il y a un poste qui va bientôt s'ouvrir au-dessus ? Avec ton profil, tu devrais y penser. » Je suis restée bouche bée. Premier jour. Et déjà, on me projetait vers le haut. Ça m'a donné un frisson. Pas de peur. De reconnaissance. De justice, peut-être. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis posée dans le silence. J'ai regardé mon appartement. Mon espace. Ce lieu que j'avais décoré seul, payé seul, construit seul. Et pour la première fois, je me suis dit, j'ai réussi à me créer une vie à moi. Une vie sans chaîne. Mais le lendemain matin, en ouvrant ma boîte mail, un nouveau message m'attendait. Objet, anniversaire de mamie, présence obligatoire. Un long texte, signé par ma tante, m'expliquant qu'il serait très mal vu que je ne vienne pas au repas familial de samedi. Qu'il fallait passer à autre chose, que tout le monde avait dit des choses qu'il ne pensait pas, en parlant bien sûr uniquement de moi, pas de la remarque de Léa, ni du rire des parents. Et là, j'ai compris, ils n'allaient pas me laisser partir facilement. Pour eux, ma place restait la même. Celle de la fille présente. Silencieuse. Payante. Docile. Alors j'ai pris une grande inspiration, j'ai cliqué sur « Répondre » et j'ai tapé calmement. Merci pour l'invitation. Je ne viendrai pas. Je vous souhaite une belle fête. Pas de justification. Pas de débat. Juste une décision. Et je vous jure, ce genre de réponse, ça vous donne une énergie. Une puissance. Comme si, après des années d'obscurité, on rallumait la lumière en soi. Le samedi de la fameuse fête est arrivé, et vous savez quoi ? J'étais bien. Aucun stress. Pas de pression. Juste moi, dans mon salon, en train de lire un roman, une tasse de thé à la main, pendant que la famille parfaite jouait la comédie à quelques kilomètres de là. Vers 18h, j'ai reçu le premier message. Tu n'es pas venu. Mamie a demandé pourquoi. Pas un, tu nous as manqué. Pas un, tout va bien? Non. Juste une plainte. Comme si j'avais manqué à un devoir contractuel. Je n'ai pas répondu. Puis ça a dérapé. Un appel de ma mère, que j'ai laissé filer vers la messagerie. Ensuite un texto de Léa, évidemment. Tu penses être au-dessus de tout le monde maintenant? T'es pathétique. Elle a enchaîné avec. T'as oublié qui t'a aidé quand t'étais au fond. Et là, j'ai ri. Un vrai rire, un peu amer,
un peu libérateur. Parce que je me suis rappelé exactement ce qu'ils appelaient aider, me faire culpabiliser pour que je sorte ma carte bleue, faire semblant de m'écouter pour mieux retourner l'argument contre moi. Léa m'avait aidé? En me traitant de loser devant toute la famille? J'ai bloqué son numéro. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, une de mes cousines m'a envoyé une photo de la fête. Léa, avec une robe flamboyante, souriante, et en légende. À la famille Martin, toujours unie de cœur. Et devinez qui avait liké? Ma mère. Mon père. Ma tante. Et tous ceux qui m'avaient tourné le dos depuis que j'avais dit non. J'ai ressenti un pincement, oui. Je ne vais pas mentir. Parce qu'au fond, une part de nous veut toujours appartenir à un clan. Même si ce clan vous détruit à petit feu. Mais ce pincement, il a duré 2 minutes. Et puis j'ai fermé Instagram, et j'ai repris le contrôle. Ce même jour, ma boss m'a proposé d'intervenir dans une conférence en ligne. Sujet, les femmes et la gestion de patrimoine. Une thématique que je maîtrisais à fond, parce que, ironiquement, c'est en gérant les dettes des autres que j'étais devenue une experte. Elle m'a dit: tu as une manière claire d'expliquer les choses. Ce serait dommage de ne pas te mettre en avant. J'ai accepté. Parce que j'avais changé. Avant, j'aurais eu peur de me montrer. De déranger. De faire trop. Maintenant, je voulais que ma voix porte. Que ma version de l'histoire existe aussi. Ce soir-là, je me suis filmée, juste pour tester mon intervention. Et en me regardant à l'écran, j'ai vu une femme que je respectais. Une femme qui n'avait plus peur de déplaire. Ni à sa sœur, ni à ses parents, ni à cette fichue famille Martin. Et j'ai pensé, tu ne seras plus jamais leur silence confortable. La conférence est arrivée plus vite que prévu, et je dois dire, je n'étais pas aussi nerveuse que je l'aurais cru. Une fois devant l'écran, j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé. Les premiers mots étaient hésitants, mais rapidement, la confiance a pris le dessus. J'avais des années d'expérience dans la gestion de l'argent, mais plus encore, j'avais une vraie passion pour ce sujet. Je n'étais plus la fille de la famille Martin. J'étais Émilie, une professionnelle. J'ai parlé de la gestion financière, de l'autonomie des femmes, de comment sortir de l'ombre des attentes familiales pour prendre le contrôle de sa vie financière. C'était tellement libérateur. En répondant aux questions des participants, je sentais une vraie admiration de l'autre côté de l'écran. C'était comme si j'étais en train de revendiquer un espace qui m'avait toujours été dénié. Ce moment a marqué un tournant pour moi. L'Émilie d'avant, l'Émilie docile, celle qui pensait devoir se cacher, disparaître, n'était plus. J'avais trouvé ma place. Non seulement dans ce boulot, mais dans la société. Cependant, le soir même, le téléphone n'a pas tardé à vibrer. Cette fois, c'était un appel de ma mère. Je n'avais pas de raison de répondre, mais par curiosité, j'ai décroché. Émilie, c'était quoi cette conférence? Je savais où elle voulait en venir. Elle allait me critiquer pour avoir pris trop de place, me rappeler que dans notre famille, ce genre de fanfaronnade n'était pas acceptable. Mais au lieu de ça, j'ai choisi une autre voie. C'était moi, maman. Moi, avec mes compétences et mes rêves. Et j'ai aimé ça. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, d'une voix plus douce, elle a dit: et tu sais, ton père et moi, on a pensé à te faire venir ce week-end, mais bon, tu fais ce que tu veux. Je n'avais aucune intention de me rendre à ce repas familial. Je n'étais pas là pour obtenir une approbation. Mais à cet instant précis, quelque chose a changé. J'ai compris que je n'attendais plus leur validation. Peut-être qu'ils n'avaient toujours pas compris ma décision, mais moi, je l'avais comprise. Je savais qui j'étais et ce que je voulais. Et je n'avais plus besoin de leur approbation. Alors j'ai répondu simplement: non, merci. Je vais bien, maman. Et ça a suffi. Parce que je savais que je n'étais plus dépendante de leur validation. J'avais commencé à construire une vie qui était enfin la mienne, sans avoir à me justifier. Les jours qui ont suivi ont été incroyablement enrichissants. Mon rôle dans l'entreprise est devenu plus important.
J'ai pris en charge des projets plus complexes, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'interactions avec des clients prestigieux. Un respect que je n'avais jamais eu auparavant. Mais au fond de moi, je savais qu'un jour, la famille Martin finirait par me contacter. Et ce jour-là, je serais prête. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais invincible, prête à faire face à ce qui viendrait, sans jamais revenir en arrière. J'étais Émilie. Et rien ni personne ne pourrait me reprendre. Quelques semaines plus tard, je suis tombée sur une notification qui a fait redémarrer toute l'histoire. C'était un message de ma mère, encore une fois, mais cette fois-ci, il avait une tonalité différente. Pas de reproche, pas de pression. Juste un message d'invitation pour une réunion de famille, mais cette fois, elle avait mentionné quelque chose qui m'a interpellée. Ton père et moi pensons que ce serait bien de discuter de tout ça en personne. Je sais que tu as beaucoup évolué ces derniers temps. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était la première fois qu'elle reconnaissait ouvertement mes progrès. La première fois qu'elle ne me traitait pas comme une enfant perdue. Et même si je savais que cette réunion était probablement une tentative pour me ramener dans le droit chemin, je sentais qu'il y avait un petit pas vers l'acceptation. Mais cette fois, j'étais prête. Je n'allais pas m'y rendre pour rechercher leur approbation. Je n'allais pas accepter d'être la personne qui, après des années de lutte, leur rapporterait des compromis sans condition. Je n'avais plus envie d'être cette version de moi qui se pliait à leurs attentes. Je voulais être celle qui imposait sa propre version de la réussite. Le jour de la réunion, j'y suis allée sans trop de préparatifs. Pas d'anxiété. Juste la certitude de ma position. Quand je suis arrivée chez eux, j'ai vu leur visage, mi-expectant, mi-sceptique. Ils m'ont accueilli avec un semblant de chaleur, mais je pouvais lire dans leurs yeux qu'ils s'attendaient à ce que je sois celle qui allait faire le premier pas. J'ai pris une grande inspiration, au lieu de suivre le scénario qu'ils avaient en tête, j'ai décidé de prendre la parole. Je suis venue parce que j'ai compris quelque chose. Je ne suis pas venue ici pour que vous me disiez ce que je devrais faire de ma vie. Je ne suis pas non plus venue ici pour entendre que je dois vous faire plaisir. J'ai changé, et je suis fière de ce changement. Ma mère a baissé les yeux. Mon père, lui, est resté silencieux pendant quelques secondes, ce qui, pour lui, était un signe rare. Mais je savais que tout ce qui venait de sortir de ma bouche était vrai. Je me suis appuyée contre le dossier de ma chaise, observant mes parents qui n'osaient plus me couper. Je ne suis plus cette fille fragile qui se cachait derrière vos attentes. Et je ne reviendrai pas à cette époque où je croyais que je devais vous rendre fière. J'ai trouvé un chemin qui me correspond. Le silence est devenu lourd, mais ce silence n'était pas oppressant. C'était celui qui suit une prise de conscience. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu un début de compréhension dans leurs yeux. Pas un accord total, mais un respect. Le reste de la réunion s'est déroulé différemment. Mon père a même fait une remarque, discrète mais honnête. « Tu as de l'ambition, Émilie. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais nié. Tu vas loin, et je reconnais que tu es en train de faire de grandes choses. » Ce n'était pas un énorme compliment, mais c'était une reconnaissance. Et pour moi, c'était suffisant. Pas de scène dramatique, pas de réconciliation totale, mais une avancée. Un pas vers l'équilibre. Quand je suis partie de chez eux ce jour-là, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'une validation ou d'une acceptation totale de leur part pour être fière de ce que j'avais accompli. Mon succès n'était pas dans leurs mains. Il était en moi. Et il me permettait de les regarder en face, non plus comme un enfant perdu, mais comme une adulte indépendante, prête à conquérir le monde à ma manière. Les semaines qui ont suivi cette rencontre avec mes parents ont été étrangement apaisantes. C'était comme si un poids s'était enlevé de mes épaules. Je n'avais plus à me battre pour prouver ma valeur. Je n'étais plus dépendante de la validation des autres, pas même de ma famille. Et cette liberté, c'était le plus grand cadeau que je pouvais me faire. Un soir, en rentrant du travail, je suis passée par le café du coin pour m'offrir une petite pause. C'est là que j'ai croisé Léa, ma sœur. Elle m'a vue, et l'expression sur son visage m'a immédiatement fait comprendre qu'elle avait quelque chose à dire. Elle s'est approchée, et pendant quelques secondes, il y a eu ce silence. Ce silence lourd, comme une scène de film où les personnages se retrouvent après une longue séparation, mais cette fois, c'était beaucoup plus réel. Léa a ouvert la bouche,
mais au lieu de commencer par une critique, elle a dit, presque timidement. Émilie, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Et je n'ai jamais vraiment réalisé à quel point ça t'a affecté. J'étais un peu surprise. Elle avait toujours été celle qui tenait la barre, qui dirigeait tout, et là, soudainement, elle se retrouvait vulnérable. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Je ne t'ai jamais demandé de t'excuser, Léa. Ce que tu m'as fait, ce n'était pas juste. Mais au fond, ça m'a permis de grandir. Ce n'est pas toi qui vas me définir. Elle a baissé les yeux, visiblement gênée. Mais, bizarrement, ça ne m'a pas dérangée. Je n'avais plus de rancune. C'était comme si j'avais tourné une page que je croyais impossible à tourner. Et je savais que si elle se montrait sincère, alors peut-être qu'un jour, les choses pourraient s'apaiser entre nous. J'ai été horrible avec toi. Et je crois que je t'ai toujours vue comme une sorte de rivale, mais pas de la bonne manière. C'est pour ça que je t'ai rabaissée. Parce que je pensais que tu me volerais la place. Elle marquait une pause, avant d'ajouter. Mais tu sais quoi? T'es bien plus que ça. T'as fait des trucs que je n'aurais jamais cru possible. Je n'avais pas de réponse toute prête. C'était une de ces discussions auxquelles on ne s'attend pas, et quand elles arrivent, elles vous laissent sans voix. Mais je ne cherchais plus à défendre ma place. Je savais que je n'avais pas à prouver quoi que ce soit. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit. Léa, je ne veux pas qu'on se ressemble. Chacun de nous a son propre chemin. Et je suis fière du mien. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait enfin. Et même si rien ne se passait immédiatement, je sentais qu'il y avait un début de changement. Peut-être que ce n'était pas une grande réconciliation, mais c'était un petit pas vers quelque chose de plus sain entre nous. En quittant le café ce soir-là, un sentiment étrange m'envahit. Celui de la liberté totale. Je n'avais plus besoin de m'asseoir à une table où je n'étais pas la bienvenue. J'avais créé ma propre table. Une table où je pouvais être moi-même, sans peur et sans compromis. Une table où je décidais des règles. Ce soir-là, je me suis endormie avec une pensée qui m'a accompagnée toute la nuit, je n'avais plus besoin de leur approbation pour me sentir accomplie. J'étais prête à affronter tout ce qui allait venir, à poursuivre mes rêves, à réussir pour moi et non pour eux. Je n'étais plus la petite sœur, l'ombre, ou la perdante. J'étais Émilie. Et je comptais bien faire en sorte que tout le monde le remarque. Les mois ont défilé, et ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Je n'étais plus la personne qui attendait patiemment, dans l'ombre, que l'on me reconnaisse. J'avais appris à créer ma propre lumière. Mon travail était désormais un terrain de succès et de respect, mais il y avait un sentiment étrange qui persistait. Je m'étais retrouvée dans une position où j'étais bien, mais je savais que ce n'était pas tout. Il me manquait quelque chose. Ce quelque chose, je l'ai trouvé un jour lors d'un événement professionnel, lorsque je suis tombée sur un ancien collègue de l'époque où je travaillais encore avec mes parents. Un homme du nom de Julien, qui était toujours aussi bien placé dans le monde de la finance. Nous avons échangé quelques banalités, mais ce n'était pas cela qui a attiré mon attention. Non, ce qui m'a frappé, c'est la manière dont il m'a regardé, avec un mélange d'admiration et d'envie. Je ne m'y attendais pas du tout. Julien et moi, à l'époque, c'était juste deux collègues parmi d'autres, jamais vraiment proches. Mais ce jour-là, il m'a fait comprendre que quelque chose avait changé. Et moi aussi, je l'avais vu d'une manière nouvelle. Il n'était plus l'homme qui faisait partie de l'élite de la société avec son statut bien établi. C'était juste un homme qui, en fait, était un peu impressionné par la femme que je devenais. Je n'avais pas réfléchi plus que ça. À ce moment précis, j'étais trop concentrée sur mon propre parcours pour prêter attention à ce que les autres pensaient. Mais Julien m'a contacté quelques jours plus tard pour me proposer une rencontre. Le message était clair, il voulait que l'on discute de possibles collaborations. Mais je savais aussi que sous cette proposition professionnelle se cachait quelque chose de plus personnel. Un intérêt, un respect qui dépassait le cadre du simple travail. Au début, j'ai hésité. Je n'étais pas sûre de vouloir mêler affaires et sentiments, surtout que ce n'était pas ce que je cherchais. Mais quelque chose en moi m'a poussée à accepter. J'ai eu l'impression que ce n'était pas juste une rencontre professionnelle. C'était comme si, après tant d'années de lutte,
l'univers me tendait une perche pour me montrer que, finalement, peut-être j'avais encore une place à prendre dans ce monde. Le café où nous avons pris rendez-vous était celui que je fréquentais régulièrement. Ce n'était pas un lieu mondain, juste un endroit calme et agréable, loin des enjeux et des faux-semblants. Julien est arrivé, et dès qu'il m'a vu, un sourire sincère est apparu sur son visage. Il n'y avait rien de forcé dans sa façon de me regarder. Il me respectait, non pas parce que j'étais liée à des gens influents, mais parce que j'avais trouvé ma place par moi-même. Nous avons parlé de nos parcours respectifs, de ce que nous faisions, de ce que nous voulions accomplir. Mais au fur et à mesure de la conversation, quelque chose d'autre est devenu évident, Julien était aussi quelqu'un de profondément humain, sensible et capable d'écoute. À cet instant précis, je me suis dit que ce n'était pas la relation professionnelle qui m'intéressait le plus, mais cette connexion authentique que nous partagions. À la fin de la rencontre, il m'a proposé de travailler ensemble sur un projet. Cela m'a ravie, mais plus encore, il a conclu par une phrase qui m'a fait sourire intérieurement. « Et tu sais, Émilie, t'es vraiment incroyable. Pas juste pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es devenue. » C'était tout. Ces mots m'ont marqué, non parce qu'ils étaient un compliment, mais parce qu'ils m'ont rappelé à quel point j'avais changé. J'avais traversé des épreuves, j'avais affronté ma famille, j'avais pris des décisions difficiles. Et au bout du compte, c'est moi qui avais gagné. Non pas à travers la validation des autres, mais en me respectant moi-même et en poursuivant mon propre chemin, sans compromis. Je suis sortie de ce café avec un sentiment de sérénité, comme si tout ce que j'avais vécu m'avait forgé pour en arriver là. J'étais prête à continuer mon chemin. Et peu importe où cela me mènerait, je savais que cette fois, j'étais dans le contrôle de ma vie. Et personne ne pourrait jamais me faire oublier cela.